Vendredi 22 avril, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de ce journal. En Palestine, de nouvelles violences ont été perpétrées par les forces d'occupation sionistes à la mosquée Al-Aqsa. 27 personnes ont été blessées. Conflit en Ukraine, Mariupol officiellement prise par Moscou. Des aides supplémentaires ont été annoncées par les Occidentaux pour Kiev. On fait le point dans un instant. En Syrie, on s'intéressera à une belle tradition au pays, celle des Moussaharati, qui ont pour rôle de réveiller les fidèles pour le repas avant une journée de jeûne. Au Sri Lanka, à Colombo, les médecins et infirmiers tirent la sonnette d'alarme et dénoncent la pénurie de médicaments. Et on entame ce journal avec ces nouvelles violences perpétrées par les forces d'occupation sionistes dans le troisième lieu saint de l'islam, l'esplanade d'Al-Aqsa, de nouveau un théâtre d'affrontements, des affrontements qui ont fait 27 blessés, dont 2 graves en ce troisième vendredi du mois sacré. Safouane Ben Sabri. De nouveaux heurts entre forces de l'ordre sionistes et citoyens palestiniens ont éclaté ce vendredi matin sur l'esplanade d'Al-Aqsa. Dans la matinée du vendredi, les policiers ont pénétré dans le troisième lieu saint de l'islam et ont fait face à de jeunes Palestiniens qui ont protesté contre l'arrivée de ces derniers, qui ont bafoué toute sacralité du lieu. Les agressions subies par les Palestiniens sur place ont provoqué la blessure d'au moins 27 Palestiniens, dont 2 blessés graves selon le bilan du Croissant Rouge palestinien. La tension reste à son comble en ce troisième vendredi du mois sacré du Ramadan qui coïncide avec la fête juive de Pessa. Malgré un climat délétère, 150 fidèles sont venus prier à Al-Aqsa, ce lieu qui leur est si cher. Pour rappel, l'occupation israélienne a multiplié les actes de violence et de répression durant le mois sacré, ayant causé la mort de 18 Palestiniens et la blessure de centaines d'autres sous les balles des forces de l'ordre sionistes. Les tensions ont lieu dans un contexte d'appel à l'aide répété de la part des autorités palestiniennes qui ne semblent pas trouver d'écho à l'international. L'imbroglio institutionnel libyen s'intensifie. La transition, elle, se précarise de plus en plus. Au moment où la fin du mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye approche, Abdelhamid Dbeibah refuse de céder le pouvoir. Fethi Bachara, quant à lui, tient sa première réunion en tant que Premier ministre. Tinhinan Makassi. Les initiatives pour tenter de ramener l'ordre institutionnel en Libye se multiplient. La communauté internationale ne cesse de se mobiliser sans grand succès, au même titre d'ailleurs que les forces interlibyennes. Les réunions qui sont tenues à Misrata, la ville d'où sont originaires aussi bien M. Fethi Bachara que M. Abdelhamid Dbeibah, n'ont pas pu briser les obstacles entre les deux parties. Le bras de fer qui oppose Abdelhamid Dbeibah et Fethi Bachara a déjà atteint le point de non-retour avec la paralysie de la production pétrolière. Il semble que l'escalade ne s'arrête pas là. Bon nombre d'observateurs craignent un retour à la violence. Certaines unités de l'armée de Haftar ont commencé à avancer de la région de Beni Walid et de la région de Jafra vers le nord. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une forme une certaine confrontation, un affrontement entre les groupes qui soutiennent Fethi Bachara et ceux qui soutiennent Abdelhamid Dbeibah. À noter que la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye, le Manoul, arrive en fin de mandat dès le 30 du mois en cours. Et du nouveau concernant le pétrolier Xelo, naufragé samedi dernier au large de la Tunisie. Il était vide d'après les autorités tunisiennes. Le risque de pollution est désormais écarté. Une annonce qui survient après que le ministère tunisien de l'Environnement ait déclaré que ce même pétrolier transportait 750 tonnes de gazole samedi dernier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident.
Et le Kenya en deuil, l'ancien président Mwai Kibaki est décédé à l'âge de 90 ans. Il était le 3e chef d'État de l'histoire du Kenya. Cet ancien professeur d'économie formé en Ouganda et à Londres avait été élu en 2002 sur la promesse de lutter contre la corruption. On regarde un extrait de l'annonce solennelle du président du Kenya à la télévision officielle. It is my sorrowful duty. J'ai le triste devoir d'annoncer à la nation le décès d'Emilio Mwai Kibaki. En tant que figure de proue de l'histoire du Kenya après son indépendance, Kibaki a gagné le respect et l'affection du peuple de ce pays et d'autres nations dans le monde. Le président Kibaki restera à jamais dans les mémoires comme le gentleman de la politique kenyane, un brillant débatteur dont l'éloquence, l'esprit et le charme l'ont emporté à maintes reprises. And other nations throughout the world. Toujours sur le continent, nouvelle hausse des cas de Covid en Afrique du Sud. Environ 4400 contaminations ont été recensées au cours des dernières 24 heures, soit une augmentation de plus de 15% du taux de positivité. La mortalité liée au coronavirus n'a pas augmenté au sein des établissements hospitaliers. Et en Europe, dans le conflit en Ukraine, bientôt 2 mois depuis le début de l'opération militaire russe, la ville de Mariupol est cernée par les troupes russes depuis plusieurs jours. Au même moment, les Occidentaux annoncent des aides supplémentaires à Kiev. Le point sur la situation avec Amin Touta. La zone industrielle d'Azovstal à Mariupol, devenue le symbole du conflit russo-ukrainien depuis presque 2 mois. Moscou parle d'une libération de cette région portuaire pour la première fois depuis le début des opérations militaires. Toutefois, le Kremlin refuse de lancer l'assaut sur l'usine, encerclée et considérée comme une dernière poche de résistance ukrainienne. Le maire de la municipalité a indiqué que l'évacuation des civils de la zone connaît des difficultés et qu'environ 200 personnes attendent leur sortie vers des zones sécurisées. Sur les autres fronts, les troupes russes se focalisent de plus en plus sur l'est du pays. À Kharkiv, et selon les autorités locales, cette deuxième plus grande ville du pays a subi des frappes russes ces dernières heures. Un peu plus dans le sud, à Rubizhne, des bombardements ont été entendus ce matin et de la fumée noire s'élevait au-dessus de cette commune prise récemment par l'armée russe. Sur le plan diplomatique et lors d'un entretien téléphonique, le président du Conseil européen Charles Michel a demandé au président russe Vladimir Poutine de garantir des corridors humanitaires à Mariupol et les villes assiégées. En même moment, les Occidentaux continuent d'appuyer l'Ukraine militairement avec une nouvelle aide militaire de Washington estimée à 800 millions de dollars. Des aides qui comprennent de l'artillerie lourde et des drones tactiques. Cette nouvelle aide s'ajoute à une tranche d'une même somme octroyée par la Maison-Blanche le 13 avril passé. Et cette prise de Mariupol, annoncée officiellement par Moscou, constitue une avancée certaine. La ville portuaire est un enjeu important pour le contrôle du sud ukrainien et de l'accès à la mer. Des poches de résistance sont toujours actives, principalement dans l'usine Azovstal. Sofiane Baroudi. La chute de Mariupol constitue sans doute une avancée qualitative pour l'opération spéciale russe. Le contrôle du port sur la mer d'Azov est un enjeu primordial dans la perspective de la sécurisation du sud ukrainien et de la jonction avec la Crimée comme point d'ancrage. Le complexe industriel sidérurgique et métallurgique est également d'une grande importance stratégique. À ce propos, la zone industrielle Azovstal, l'un des plus grands sites du genre au monde, a été transformée en forteresse par l'armée ukrainienne et les bataillons bandéristes d'Azov. Une base de retranchement disposant d'une vingtaine de kilomètres carrés de souterrains réaménagés en fortifications militaires. Des informations indiquent la présence de milliers de soldats ukrainiens, mais aussi de combattants étrangers, de formations régulières, de volontaires ou de mercenaires. Le président russe a exclu la prise d'assaut d'Azovstal et a donné l'ordre de maintenir le siège de la zone afin de couper l'approvisionnement des unités retranchées dans ce site. Des précautions ont été prises pour permettre l'évacuation de civils via des corridors humanitaires. Cette perspective a été empêchée par l'âpreté des combats. Pour rappel, les affrontements armés dans la ville font rage depuis le 24 février et un paysage de destruction et de désolation marque la cité. Kiev essaye selon des observateurs de faire pression pour empêcher la reddition des postes de résistance de Mariupol et les bataillons d'Azov, eux, sont accusés de tenter d'utiliser les civils comme boucliers humains en bloquant les voies de retrait humanitaire. Tout indique que la seconde phase de l'opération spéciale russe est en marche.
L'objectif affiché, contrôler la partie est et sud autour du Donbass et de la Crimée. Les milices des républiques populaires de Donetsk et de Luhansk avancent dans la perspective d'encercler les forces ukrainiennes. Depuis le début de la deuxième phase de l'opération spéciale, l'une des tâches de l'armée russe est d'établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le général de division Rustam Minekaev. La création d'un corridor terrestre vers la Crimée, mais aussi la perspective de la Transnistrie à l'ouest, du côté de la Roumanie et de la Moldavie, où il y a des cas d'opprimés pour les russophones, ont également été cités par le général Minekaev. La guerre en Ukraine bouleverse la donne géostratégique et impulse un nouveau cycle de recomposition internationale multidimensionnelle à un rythme très élevé. Et le président du Conseil européen, Charles Michel, publie un tweet dans lequel il stipule que, je cite, « les corridors humanitaires à Mariupol et dans les autres villes assiégées doivent être immédiats, spécialement à l'occasion de Pâques orthodoxes ». Une déclaration faite suite à un entretien téléphonique avec le président russe, Vladimir Poutine. Et le Premier ministre ukrainien déclare que son pays a besoin d'un plan de redressement financier similaire au plan Marshall pour l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Une déclaration faite lors d'une table ronde avec le président de la Banque mondiale et la directrice du Fonds monétaire international. À court terme, nous avons besoin d'un pont financier pouvant durer jusqu'à 5 mois, avec 4 à 5 milliards de dollars par mois. À long terme, nous avons besoin d'un plan de redressement financier pour l'Ukraine, similaire au plan Marshall pour l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. À ce jour, ce redressement, cette reconstruction et cette transformation coûteront environ 600 milliards de dollars américains. Mais d'abord, nous devons arrêter la guerre. Nous devons ramener la paix en Ukraine et traduire la Fédération de Russie en justice. Et hier, la Russie a annoncé de nouvelles sanctions et interdit l'entrée sur son territoire à 29 personnalités américaines. Parmi elles, le dirigeant de Meta, Mark Zuckerberg, et la vice-présidente américaine, Kamala Harris. 61 personnalités canadiennes sont également concernées. Une mesure mise en place par la Russie en réaction aux sanctions contre Moscou. La durée de cette interdiction d'entrée est indéterminée. Et au Kazakhstan, un membre du parti au pouvoir a été arrêté ce vendredi. Il est accusé d'avoir joué un rôle dans les émeutes qui ont secoué ce pays en janvier. Le parquet d'Almaty a affirmé qu'un conseiller municipal du parti Amanat avait été interpellé. Il est accusé d'avoir organisé à Almaty, justement, avec un chef mafieux présumé, une action de protestation illégale ayant dégénéré en affrontement massif. Et puis ce partenariat de défense et de sécurité signé ce vendredi entre la Grande-Bretagne et l'Inde. C'est durant la visite du Premier ministre britannique Boris Johnson en Inde que s'est déroulée cette signature d'accord. Boris Johnson qui a jugé vital d'approfondir la coopération entre les deux nations. Imen Merad. La Grande-Bretagne et l'Inde ont conclu un partenariat en matière de défense et de sécurité, a annoncé vendredi à New Delhi le Premier ministre britannique Boris Johnson, soulignant que ce nouveau partenariat était un engagement de plusieurs décennies et saluant les rapports qui unissaient les deux nations, qualifiant la Grande-Bretagne des plus anciens pays démocratiques et l'Inde des plus grandes démocraties. Aujourd'hui, nous avons convenu d'un nouveau partenariat élargi en matière de défense et de sécurité, un engagement de plusieurs décennies qui non seulement resserrera les liens entre nous, mais soutiendra votre objectif. Le Royaume-Uni est en train de créer une licence d'exportation générale ouverte spécifique à l'Inde, de réduire la bureaucratie et de raccourcir les délais de livraison pour les marchés de défense. Nous avons convenu de collaborer pour faire face aux nouvelles menaces sur terre, en mer, dans les airs, dans l'espace et dans le cyberespace, notamment en établissant un partenariat sur la nouvelle technologie des avions de chasse et les technologies maritimes permettant de détecter les menaces dans les océans et d'y répondre. Le Premier ministre britannique avait commencé sa visite par un tour de l'ashram de Sabarmati au nord d'Ahmedabad, autrefois résidence de Mahatma Gandhi, héros de l'indépendance indienne. Le Premier ministre britannique a été invité à s'asseoir jambes croisées pour filer sur un rouet en bois, un outil symbolisant la résistance contre la domination coloniale britannique en Inde.
Et en Espagne, une affaire d'espionnage ravive les tensions entre les indépendantistes catalans et le gouvernement. Les indépendantistes catalans qui accusent les services de renseignement espagnols d'espionnage au moyen du logiciel Pegasus, mis au point par la société sioniste de cybersécurité NSO. Le président du gouvernement régional catalan a exigé des réponses dans un délai d'1 semaine. Et direction la Syrie, où on va s'intéresser à une tradition du pays. Pendant ce mois sacré de Ramadan, des batteurs appelés Moussaharati ont pour rôle de réveiller les fidèles pour le repas avant d'entamer une nouvelle journée de jeûne. Amira Beja. Parcourant les ruelles de la vieille ville d'Idleb, plongé dans le noir, un groupe de bénévoles batteurs du Ramadan restitue la tradition qui se fait de plus en plus rare, celle du Moussaharati. Il s'agit d'un homme muni d'un tambour dans une main et d'une petite canne dans l'autre. À coups de tambour, il réveille les fidèles pour le dernier repas avant d'entamer une nouvelle journée de jeûne. Il toque aux portes de ceux qui lui ont préalablement demandé de les réveiller. Le Moussaharati est une belle tradition ancienne qui remonte à loin et nous essayons de la relancer ici à Idlib. Chaque Moussaharati était responsable d'une ruelle des vieux quartiers. Il connaissait tous les habitants et les appelait par leur nom. Par exemple, Abou Ahmed, Abou Mahmoud, Abou Ward. Cela crée un sens d'intimité, d'amour et de confiance entre eux. Traditionnellement, les Moussaharati reçoivent des donations et portent des paniers pour transporter la nourriture offerte par les fidèles. Cette fois-ci, la donne est inversée. Le groupe de bénévoles batteurs du Ramadan offre des repas aux familles afin qu'elles aient leur suhour dès leur réveil. La tradition du Moussaharati s'agit d'un héritage que les locaux ne sont pas prêts d'abandonner, malgré une compétition avec les smartphones et bien d'autres technologies. Et puis cette affaire, l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan visé par un mandat d'arrêt international. Ce mandat a été émis par la justice française contre Carlos Ghosn dans le cadre d'une enquête instruite à Nanterre, notamment pour abus de biens sociaux et blanchiment. Le franco-libano-brésilien vit à Beyrouth depuis sa fuite du Japon fin 2019. À Nanterre, les enquêteurs s'intéressent à près de 15 millions d'euros de paiements considérés comme suspects entre RNBV et le distributeur du constructeur automobile français à Oman, Souhail Bawan Automobile. Et au Liban, la livre libanaise a perdu du terrain face au dollar. 26 500 livres pour $1 au marché noir, avec un taux de parité à l'achat de 26 400 livres pour $1 à la vente et 26 450 livres pour $1. Sur fond de refus des parlementaires à avaliser le texte relatif à l'instauration d'un contrôle formel des capitaux, en l'absence d'engagement du gouvernement à garantir les dépôts des banques. Parallèlement, il y a ces procédures judiciaires visant 5 banques libanaises impliquées dans le cadre de l'affaire des frères Salamé, accusés de détournement de fonds de la Banque du Liban. Et Pékin qui accuse les responsables politiques australiens de pratiquer une diplomatie coercitive dans la région des îles du Pacifique, une accusation qui fait suite aux déclarations du Premier ministre australien Scott Morrison, affirmait que Pékin exerçait une pression énorme sur les dirigeants des nations insulaires du Pacifique suite à la signature d'un pacte de sécurité entre Pékin et les îles Salomon. Il n'y a pas si longtemps, l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, malgré l'opposition de la communauté internationale, ont fait progresser la coopération en matière de sous-marins nucléaires de manière très visible, sapant ainsi sérieusement les efforts visant à créer une zone dénucléarisée dans le Pacifique Sud, dans le but de faire à nouveau des pays du Pacifique Sud les victimes de la politique des blocs et de la confrontation militaire. Ce que les politiciens australiens devraient faire, c'est de ne pas créer d'inquiétude en matière de sécurité régionale et de risque de prolifération nucléaire, de ne pas promouvoir la confrontation entre blocs et les jeux géopolitiques dans la région Asie-Pacifique et de ne pas constituer de petits groupes pleins d'idées de guerre froide.
En Birmanie, le chef de l'armée au pouvoir appelle à des pourparlers de paix en tête-à-tête avec les groupes rebelles ethniques établis dans le pays. Il appelle les représentants à s'inscrire avant le 9 mai et ajoute qu'il les rencontrerait personnellement. On regarde. J'invite les chefs des groupes ethniques armés au dialogue. Je vais rencontrer tous les groupes personnellement. Je dis aux chefs des organisations armées ethniques, s'il vous plaît, participez et amenez 2 de vos membres à cette réunion. Je voudrais que vous donniez les noms de ceux qui participent à la réunion avant le 9 mai 2022. Je voudrais dire que nous nous fixerons la date de la réunion qu'après avoir négocié avec les 2 parties. Nous allons tous discuter honnêtement et ouvertement en nous accrochant pour que le peuple puisse profiter de l'essence de la paix et du développement. À Colombo, capitale sri-lankaise, des médecins et infirmiers manifestent pour dénoncer la pénurie de médicaments. Dans le pays, le secteur de la santé est particulièrement touché par la crise économique. Mohamed Wali Ben Chaben. La crise au Sri Lanka inquiète la communauté internationale. Frappée par de violentes manifestations et une pénurie de denrées alimentaires, de carburant ou de médicaments, le Sri Lanka fait face à la pire crise économique de son histoire. 85% des produits pharmaceutiques du pays viennent de l'étranger. Le personnel de santé affirme que les établissements hospitaliers et les pharmacies du pays manquent de médicaments. En ce moment, nous sommes préoccupés par l'émergence d'une pénurie de médicaments essentiels. Nous tenons avec de faibles stocks et nous sommes inquiets pour la sécurité des patients à l'avenir. Les médecins et tous les personnels de santé ont manifesté partout dans le pays pour réclamer de toute urgence médicaments et matériels médicaux et pharmaceutiques. Ces dernières semaines, en fait, beaucoup d'ordonnances provenaient principalement des hôpitaux publics et des hôpitaux privés, et nous avons dû refuser la plupart d'entre elles. Par exemple, si une ordonnance est présentée pour 2 mois, nous ne pouvons fournir qu'1 mois ou quelques semaines. Nous ne pouvons donc pas fournir la totalité de la quantité ou de la durée de l'ordonnance, en raison de la pénurie. Les cris des médecins ont été entendus et des dons ont été recueillis, mais le milieu médical sri-lankais assure que cela ne couvre pas leurs besoins urgents. On va parler sport, football, Ligue des champions africaine ce soir. Le représentant de l'Algérie, l'Entente de Sétif, sera face à l'Espérance de Tunis au stade olympique de Radès à partir de 22h. Le match aller entre les 2 formations n'a pas connu de vainqueur, 0 partout au stade olympique du 5 juillet. On va parler Première Ligue. Chelsea en crise depuis quelques mois après les sanctions du gouvernement britannique sur son propriétaire russe Roman Abramovich. Conséquence, le club londonien a été mis en vente. Lewis Hamilton et Serena Williams ont rejoint la bataille pour acheter Chelsea ce jeudi. Les superstars sportives promettent chacune environ 10 millions de livres sterling à l'offre présentée. Mon oncle Terry est un grand fan des Blues. Je suis parti avec lui pour voir plusieurs matchs d'Arsenal et de Chelsea. Et en général, je suis un grand fan du sport et le foot, c'est le sport le plus populaire au monde. Chelsea est un grand club au monde, parmi les clubs qui ont eu plus de succès. Et quand j'ai entendu parler de cette opportunité, je me suis dit waouh, avoir cette chance de faire partie de ce géant, c'est fantastique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Ameziane Zitouni. Quant à moi, je vous retrouverai mardi à 17h pour édition spéciale. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News et Sahaf Torkom.